Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on plonge tête la première dans un essai vraiment fascinant et on va se le dire plutôt provocateur qui a été publié en mai 2026 par Denis Favre. Ça s'appelle « Les châteaux de cartes ». Ce qui est génial avec cette analyse, c'est qu'elle prend complètement à contre-pied tout ce qu'on entend d'habitude sur l'intelligence artificielle générative. On oublie le cliché de la grosse machine méchante qui vient voler nos emplois. Non, Favre voit les choses autrement. Pour lui, l'IA, c'est comme une immense lumière blanche qu'on allumerait d'un coup dans une pièce. Un révélateur photographique qui vient exposer un secret de polichinelle. On aurait bâti une bonne partie de notre économie moderne sur de la pure illusion. En gros, cette technologie ne vient pas créer le chaos, elle vient juste mettre à nu une vérité que des années de confort économique avaient bien soigneusement cachée sous le tapis. Et pour bien comprendre, il faut absolument s'arrêter sur un mot-clé. C'est vraiment le cœur de toute sa théorie. L'esbrouf. C'est quoi l'esbrouf ? En gros, c'est du bluff. C'est cette manie de faire tout un spectacle pour donner l'impression qu'on est hyper compétent, histoire d'impressionner la galerie, mais sans jamais apporter de vraie valeur derrière. Denis Favre, il y va franco. Il affirme que nos hiérarchies actuelles, que ce soit dans les immenses tours de bureau ou les conseils d'administration, elles tiennent presque toutes grâce à un accord tacite, un pacte silencieux où tout le monde accepte de faire semblant de travailler, de faire semblant de produire, juste pour que tout l'édifice social ne s'effondre pas. Ce qui nous amène tout naturellement à la première grande idée de son essai, l'économie de l'esbrouf. Favre fait un parallèle historique assez dingue. Il nous rappelle que quand une société baigne dans la prospérité pendant très longtemps et que les vrais dangers disparaissent, on voit émerger toute une classe de gens dont le but n'est pas de produire, mais de paraître produire. Et cite d'ailleurs La Bruyère, qui observait les courtisans à Versailles et qui disait un truc très juste. Rien ne ressemble plus au mérite que sa propre contrefaçon, et il faut une lumière totalement inattendue pour voir la différence. Favre compare carrément notre secteur tertiaire intellectuel à la cour du roi Soleil. Aujourd'hui, l'expertise est devenue un costume qu'on enfile, on se cache derrière des intitulés de poste à rallonge ou des phrases bien complexes, au point que ceux qui font le vrai boulot finissent par devoir imiter ce jargon absurde juste pour survivre. C'est fou, non ? Et c'est exactement là que l'IA entre en scène, pour faire un tri. Et croyez-moi, c'est un tri impitoyable. D'un côté, on a ce que Favre appelle les institutions utiles, le concret, le tangible, les vraies compétences. Et de l'autre, les institutions cérémonielles, tout ce qui relève du pur théâtre administratif. L'IA générative, c'est cette fameuse lumière inattendue dont parlait La Bruyère. Avec une froideur mécanique absolue, sans aucune émotion, elle sépare instantanément le solide du vent. Mais attention, c'est très important. L'IA ne menace pas du tout les vraies compétences, pas du tout. Elle ne vient dissoudre que les fausses apparences et le maquillage institutionnel. Du coup, on est en droit de se poser la question, si l'outil ne s'attaque finalement qu'à ce qui est faux, qu'est-ce qui terrorise autant les gens en ce moment ? Pourquoi cette angoisse généralisée dans tous les bureaux ? Quittons un peu la macroéconomie pour plonger dans quelque chose de beaucoup plus psychologique. Et c'est la deuxième partie de l'essai, la véritable peur qui se cache derrière tout ça. Selon Favre, la panique actuelle, c'est pas juste la crainte du chômage technique. Franchement, le chômage, on finit souvent par s'y adapter ou trouver des solutions. Non, la terreur, la vraie de vraie, c'est l'humiliation morale. C'est le fait d'être démasqué et surtout démasqué rétrospectivement. Imaginez la claque monumentale, voir un logiciel gratuit faire en 10 secondes ce qui justifiait l'existence de votre département tout entier pendant 10 ans. Ce qui fait trembler les cols blancs, c'est de réaliser que des décennies de salaires astronomiques, de prestige social et de titres ronflants ne reposaient, au fond, que sur le fait d'être un intermédiaire inutile. C'est la hantise absolue de se rendre compte qu'on n'était qu'un figurant de luxe dans une immense comédie. Face à ce gouffre, comment réagit-on ? Eh bien, ça nous mène au troisième point de Favre, la conspiration du silence. C'est là qu'un théâtre de survie assez pathétique se met en place en entreprise. Pour surtout pas se faire démasquer, quelle est la meilleure stratégie ? Surjouer l'enthousiasme. On s'invente tous une passion dévorante pour l'IA, on multiplie les louanges sur des outils qu'on comprend à peine et qu'on n'utilise quasiment jamais dans les faits. Le but, il est transparent. Il faut à tout prix s'improviser guide de cette révolution technologique parce que le guide, lui, on ne le remplace pas. C'est une vraie conspiration collective où tout le monde se tait. Personne n'ose regarder l'éléphant dans la pièce ou dire que le roi est nu, de peur d'être celui qui va faire s'écrouler la pyramide. Mais justement, la pyramide, quatrième partie de l'analyse, comment tombent les châteaux de cartes. Favre nous rappelle une règle de base. Les grands effondrements, ça ne fait jamais crac petit à petit. Un château de cartes, c'est immense, ça a l'air super solide parce que tout le monde fait très attention à ne pas bouger la table, mais il suffit d'un tout petit courant d'air pour que, paf, tout disparaisse. L'histoire est remplie de ces moments-là. Prenez la France de 1789, l'Europe d'avant 1914 ou le bloc soviétique juste avant 1989.
Tout le monde pensait que c'était indestructible, et pourtant, l'effondrement a été fulgurant parce qu'un élément extérieur est venu révéler que tout était déjà pourri de l'intérieur. Eh bien, pour l'auteur, 2026 est exactement ce moment-là pour notre fameux secteur tertiaire intellectuel. Pour appuyer ça, il cite Tocqueville, et c'est passionnant. Tocqueville disait que les régimes ne s'écroulent pas quand ils sont à leur sommet de tyrannie ou d'injustice. Non, ils tombent quand ils commencent à vouloir se réformer. Parce qu'en faisant ça, ils avouent que leurs fondations ne sont plus du tout naturelles. C'est du copier-coller avec notre économie de la connaissance. Depuis 50 ans, on a créé des armées d'évaluateurs, de consultants, de commentateurs. Aujourd'hui, en essayant de se greffer artificiellement à une IA qui synthétise tout à la vitesse de l'éclair, ces structures avouent à demi-mot que leur autorité ne tenait que par habitude et pas par une vraie utilité. Heureusement, rassurez-vous, il y a de l'espoir. 5e et dernier axe, ce qui restera debout après la tempête. Parce que non, tout ne va pas disparaître. En fait, cette épreuve va même purifier les choses et remettre la lumière sur ce qui est authentique. Le médecin qui prend vraiment le temps d'ausculter un patient, le menuisier qui ajuste ses pièces au millimètre, le prof qui transmet sa passion, l'ingénieur qui a les mains dans le cambouis, l'artisan qui répare, tout cela n'ont absolument rien à craindre de l'IA. Rien du tout. C'est un message hyper positif en fait. Une fois qu'on aura balayé toute cette couche de brume administrative et ce théâtre d'entreprise, ces vrais métiers, ceux qui répondent à des besoins concrets, vont enfin retrouver toute la place et le respect qu'ils méritent. Donc si on veut s'adapter à ce nouveau monde, on fait comment ? L'adaptation, la vraie, c'est pas d'apprendre par cœur le dernier vocabulaire tech à la mode sur LinkedIn pour faire illusion. Ça, c'est l'ancienne méthode. L'adaptation demande un courage beaucoup plus grand, une honnêteté intellectuelle assez brutale, accepter de se regarder dans la glace, d'examiner son propre travail et d'admettre quelle tâche ne servait finalement à rien. C'est choisir le concret, l'utile, quitte à accepter une position peut-être plus modeste, mais qui a le mérite d'être authentique plutôt qu'une grosse posture qui sonne creux. Pour conclure, avec les mots de Favre, le vent s'est levé et on ne pourra plus empêcher l'air de rentrer dans la pièce. Ça nous pousse tous à une introspection qui me paraît inévitable. Si on regarde bien notre quotidien professionnel aujourd'hui, quelle part de ce qu'on fait a une utilité indiscutable et quelle part n'est finalement qu'un gigantesque château de cartes qui attend patiemment son coup de vin ? C'est une sacrée question à se poser et c'est là-dessus qu'on va se quitter. Merci d'avoir suivi ce décryptage et à très bientôt.